20 juillet 1944. Une bombe explose à l'intérieur du quartier général d'Adolf Hitler. Le dictateur survit. En quelques heures, une vague de vengeance sanglante débute. Des centaines de personnes vont mourir. Parmi elles, un général de haut rang qui a osé trahir le régime nazi de l'intérieur. Son nom, Hans Oster. Ses derniers instants comptent parmi les exécutions les plus brutales de la Seconde Guerre mondiale. Qui était réellement cet homme? Un simple officier allemand. Mais, en réalité, un maître espion. Oster agissait comme un agent double contre son propre gouvernement. Il a tout risqué pour stopper Adolf Hitler. Mais quand le complot du 20 juillet échoue, le destin d'Oster est scellé. Ce qui suit est un cauchemar de torture et de terreur, une mise à mort calculée. Les événements s'accélèrent. Le 20 juillet 1944, la tanière du Loup en Prusse orientale devient le théâtre d'une tentative d'assassinat sans précédent. À l'image, une pièce bondée d'officiers autour d'une carte. Le colonel Klaus von Stauffenberg entre. Il dépose une mallette piégée sous la table de conférence. Hitler préside la réunion militaire. La détonation déchire le bâtiment. 4 personnes meurent instantanément. Plus de 20 autres sont blessées. Mais Hitler survit. Le pied massif d'une table en chêne a servi de bouclier. Le bilan physique pour le dictateur est léger. Des brûlures sur son pantalon, un tympan percé, des troubles temporaires de la vision. L'échec de l'attentat déclenche l'opération Valkyrie. C'était le plan d'urgence des conspirateurs pour renverser le régime nazi et instaurer un nouveau gouvernement. Pendant quelques heures, le plan semble fonctionner. Des unités militaires se déploient à travers l'Allemagne. Les cadres du parti nazi sont ciblés. Les arrestations commencent. Mais une nouvelle tombe et brise l'élan. Hitler est vivant. La situation a empiré. À Berlin, l'hésitation gagne les rangs des insurgés. Sur les bandes d'archives, on voit la confusion s'installer dans les ministères. Les communications sont coupées une à une. Le temps jouait contre eux. L'erreur était désormais interdite. Ainsi a commencé la chute de Hans Oster. Hitler a survécu. Le complot s'est effondré en quelques heures seulement. Pourquoi la tentative a-t-elle échoué? La réponse est simple. Des pannes de communication et l'hésitation des officiers supérieurs ont tout paralysé. Le dictateur a repris le contrôle. À la radio, sa voix résonne dans tout le pays. Il est vivant. Ce discours signe l'arrêt de mort des conjurés. À minuit, la traque commence. Les soldats encerclent les bâtiments officiels. Les arrestations s'enchaînent. Les premiers conspirateurs sont alignés contre un mur. Le bruit des détonations déchire le silence. Ils sont exécutés sur le champ. Pour les autres, le destin sera bien plus sombre. La fureur du dirigeant n'a plus de limite. À l'image, des dossiers s'empilent sur les bureaux de la Gestapo. Hitler ordonne une chasse à l'homme dans toute l'Allemagne. Personne ne doit échapper au filet. Il lance une vague de terreur qui durera jusqu'au dernier jour du conflit mondial. Le bilan est lourd. Des milliers de citoyens finissent derrière les barreaux. Des centaines de têtes tombent sous la hache ou la corde. Parmi les condamnés se trouve un homme de l'ombre. Il luttait contre le régime nazi depuis presque 10 ans. Son nom, Hans Oster. Mais qui était réellement cet individu? Comment un officier allemand de haut rang a-t-il pu devenir l'un des ennemis les plus redoutables du Troisième Reich? Le 9 août 1887, Hans Paul Oster naît à Dresde. Sa famille est profondément religieuse, protestante et conservatrice. Son père occupe le poste de pasteur. Mais le jeune Hans refuse de suivre la voie de l'Église, il choisit une autre carrière, l'armée. En 1907, il intègre l'artillerie. La Première Guerre mondiale éclate. Oster sert avec honneur sur le front. Il monte les échelons et devient capitaine au sein du prestigieux état-major général allemand. Mais l'année 1918 arrive, la défaite est totale. Comme des millions d'Allemands, Oster est brisé par les conditions du traité de Versailles. Le constat est brutal. L'Allemagne perd ses territoires. Elle doit payer des réparations financières colossales. Son armée est réduite à seulement 100 000 hommes. Pour un officier de carrière, c'est une humiliation nationale. Pourtant, il s'accroche. Dans le chaos des années d'après-guerre, Oster poursuit son ascension. En 1929, il atteint le grade de major. Mais sa vie bascule brusquement. On est en 1932. Un scandale personnel éclate. Il entretient une liaison avec la femme d'un autre officier. Le code d'honneur est strict. Il est contraint de démissionner. Sa carrière militaire semble terminée. Il est un civil sans avenir. C'est à ce moment précis qu'Adolf Hitler entre en scène. En janvier 1933, le parti nazi prend le pouvoir. À première vue, Oster aurait dû se méfier. Mais en réalité, il soutient d'abord le nouveau régime avec conviction.
1933. Pour beaucoup d'Allemands, les nazis sont une promesse. La promesse de restaurer l'honneur de la nation et de reconstruire un pays en ruine. Hans Oster y croit lui aussi. En quelques mois, il rejoint l'Abwehr, le service de renseignement militaire. Mais son adhésion va s'effondrer. Pourquoi Oster a-t-il basculé dans l'opposition? La réponse tient en une série d'actes brutaux. Les nazis verrouillent le pays. Ils écrasent toute opposition politique. Ils ouvrent les premiers camps de concentration, comme Dachau, pour y enfermer leurs ennemis. Les églises subissent des pressions pour s'aligner sur l'idéologie du parti. Dans les rues, on voit des flammes. Les nazis brûlent ça les livres d'auteurs juifs, libéraux ou marxistes lors de grands autodafés publics. À première vue, un renouveau national, mais en réalité, une dictature sanglante. Le point de rupture survient en juin 1934. C'est la nuit des longs couteaux. Hitler ordonne à la SS d'éliminer Ernst Röhm et les chefs de la SA. Mais la purge dépasse le cadre de l'organisation paramilitaire. Les tueurs frappent partout. Ils exécutent l'ancien chancelier Kurt von Schleicher et le général Ferdinand von Bredow. Von Bredow est un ami proche d'Oster. Il était son ancien chef à l'Abwehr. Ce ne sont plus des rumeurs, ce sont des assassinats ciblés. Pour Oster, la déception se transforme en résistance active. L'erreur était interdite. Sous la direction de l'amiral Wilhelm Canaris, le nouveau chef de l'Abwehr, Oster commence à tisser sa toile. Il construit un réseau secret d'officiers et de fonctionnaires anti-nazis. Sa position lui donne des outils précieux. Il a accès aux informations classifiées, aux faux documents et aux lignes de communication sécurisées. Il utilise tout cela pour saboter Hitler de l'intérieur. L'année 1938 marque un nouveau tournant. C'est l'affaire Blomberg-Fritsch. Hitler écarte 2 généraux de haut rang sur la base d'accusations inventées de toutes pièces. Pour Oster, le mépris devient une haine pure. Il rencontre alors le colonel général Ludwig Beck. Beck est le chef d'état-major général. Il s'oppose ouvertement au plan d'invasion de la Tchécoslovaquie. Les événements se sont accélérés. Beck démissionne sous la pression. Son successeur est Franz Halder. En privé, Halder décrit Hitler comme l'incarnation du mal. Ensemble, Oster, Beck et Halder commencent à travailler sur un projet concret. À l'image des cartes d'état-major et des plans de Berlin. Ils préparent le premier coup d'état militaire contre le régime. Le plan est audacieux. Il faut prendre le pouvoir par la force, donner l'assaut. Ainsi commença la conspiration la plus dangereuse du Troisième Reich. Septembre 1938. L'objectif est clair, prendre d'assaut la chancellerie du Reich. Les conjurés ont 2 options, arrêter Adolf Hitler ou l'abattre sur place. Leur but final est de restaurer la monarchie allemande sous l'autorité du prince Wilhelm de Prusse. Pourquoi ce plan a-t-il échoué? La réponse tient en un mot. Munich. Les comploteurs attendaient un geste agressif, une preuve de folie guerrière. Mais Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, accepte le démantèlement de la Tchécoslovaquie. Hitler passe pour un génie de la diplomatie. La population exulte, le complot s'effondre instantanément. À première vue, l'opposition est morte, mais en réalité, la menace change de visage. Le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. S'opposer au régime devient un acte de haute trahison passible de mort. Pourtant, Hans Oster refuse de reculer. Il passe à l'action. Dans les bureaux du contre-espionnage, il rassemble les plans d'invasion allemands. Il contacte secrètement Bersas, l'attaché militaire néerlandais à Berlin. Oster lance plus de 20 avertissements précis aux Pays-Bas. Il ne cache pas son mépris. Dans ses messages, il désigne Hitler comme le port parti pour le front de l'Ouest. À l'image, des documents confidentiels transmis sous le manteau. Mais le gouvernement néerlandais reste sourd. Il ne croit pas à l'imminence du choc. Le 10 mai 1940, les chars allemands franchissent la frontière. Les Pays-Bas capitulent en seulement 6 jours. La situation a empiré. 1941. L'invasion de l'Union soviétique commence. Les massacres systématiques de populations juives débutent en Europe. Oster ne reste pas seul. Il tisse des liens avec le réseau de résistance du colonel Henning von Treskov au sein du groupe d'armée Centre. Il prépare des explosifs. En 1943, le réseau d'Oster se procure des bombes de fabrication britannique. Ils organisent 2 tentatives d'assassinat. Les 2 échouent pour des raisons techniques. Mars 1943. Sur la piste de décollage, on voit un avion personnel. À l'intérieur, 2 bouteilles de cognac. En réalité, ce sont des explosifs camouflés. La bombe doit exploser en plein vol. Le détonateur gèle dans la soute non chauffée. L'avion atterrit sans encombre. Quelques jours plus tard, une nouvelle chance se présente.
Le colonel Rudolf von Gersdorf se rend dans un musée de Berlin. Hitler doit y visiter une exposition d'armes soviétiques capturées. Gersdorf cache des charges explosives sur lui. Son plan est simple, déclencher la mise à feu et se jeter sur le dictateur. L'erreur était interdite, il n'y avait plus de retour en arrière. Le colonel arme les fusibles. Il ne lui reste que 10 minutes. Il suit Hitler de pièce en pièce, attendant le moment propice pour l'impact final. Ainsi s'est achevée cette tentative. 21 mars 1943. Rudolf Christoph von Gersdorf a 2 bombes dans ses poches. Il s'apprête à se faire exploser aux côtés de Hitler lors d'une visite au Zeughaus de Berlin. Mais le plan déraille. Hitler traverse l'exposition au pas de course. 10 minutes au lieu des 30 prévues. Gersdorf doit agir vite. Il s'isole dans les toilettes du musée. Ses mains tremblent alors qu'il désamorce les détonateurs à quelques secondes de l'explosion. L'attentat a échoué. Pourtant, ce n'est que le début d'une série de catastrophes pour la résistance. Avril 1943. La Gestapo frappe un grand coup. Ils arrêtent Hans von Dohnanyi, le bras droit de Hans Oster à l'Abwehr. Dohnanyi gérait une filière secrète. Il envoyait des Juifs en Suisse en les faisant passer pour des agents de renseignement. La perquisition est brutale. Sur le bureau de Dohnanyi, les agents trouvent des documents compromettants. Dohnanyi parvient à glisser un mot à Oster pour qu'il détruise les preuves. Oster tente de subtiliser les papiers devant les agents, mais il est pris en flagrant délit. Le piège se referme. Oster est immédiatement démis de ses fonctions. Le régime l'assigne à résidence. Pour la résistance allemande, c'est un désastre. Le réseau perd son cerveau opérationnel au pire moment de la guerre. Pendant plus d'1 an, la Gestapo surveille chaque geste de Hans Oster. Il sait qu'il est condamné. Pourquoi n'a-t-il pas fui? Il connaissait les rouages du système, mais Oster a choisi de rester. 21 juillet 1944. Le lendemain de l'attentat raté de Klaus von Stauffenberg, la Gestapo vient chercher Oster. Le régime n'a plus de limite. À l'image, l'Allemagne s'effondre sous les bombes. Avril 1945. Les Soviétiques sont aux portes de Berlin à l'est. Les Américains et les Britanniques percent à l'ouest. Les camps de concentration sont libérés les uns après les autres. Le monde découvre l'horreur des chambres à gaz. Mais Hitler ne pense qu'à une chose, se venger. Le 4 avril 1945, la SS fait une découverte majeure. Dans un coffre-fort à Zossen, il trouve d'appelés journaux intimes de l'amiral Canaris. Tout y est écrit. Les noms, les dates, les complots. Hitler entre dans une rage noire. Il exige l'exécution immédiate de tous les traîtres mentionnés. Hans Oster est en haut de la liste. 8 avril 1945. Camp de concentration de Flossenbürg. Une cour martiale improvisée se réunit dans une pièce sombre. Le juge SS Otto Torbeck mène le simulacre de procès. À ses côtés, l'amiral Canaris et le théologien Dietrich Bonhoeffer attendent leur tour. Les verdicts sont déjà dactylographiés. Peine de mort pour tout le monde. À première vue, un jugement légal. Mais en réalité, un assassinat politique. Les condamnés savent que la guerre finit dans quelques jours. Les canons alliés s'entendent au loin. La libération est à quelques kilomètres seulement. Mais la soif de sang de Hitler est plus forte que la réalité militaire. Aube grise du 9 avril 1945. On entend le bruit des marteaux. Dans la cour de Flossenbürg, les gardes montent des potences de fortune. Hans Oster a 57 ans. Les SS lui ordonnent de se déshabiller complètement. Il doit marcher nu vers l'échafaud sous les insultes des gardiens. Sur les ordres directs du Führer, les bourreaux utilisent une corde de chanvre fine. Les soldats l'appellent la corde à piano. C'est une méthode barbare. Elle ne brise pas le cou, elle étrangle lentement. Certains condamnés mettent 20 minutes à mourir dans d'atroces souffrances. Oster meurt aux côtés de ses frères d'armes. L'amiral Canaris, celui qui l'avait protégé pendant 10 ans, est pendu juste après lui. Dietrich Bonhoeffer subit le même sort. Leurs corps sont jetés au feu pour ne laisser aucune trace. La résistance a échoué, mais l'honneur de Hans Oster reste intact. Fabian von Schlabrendorf, l'un des rares survivants du complot, décrira plus tard Oster comme un homme serein devant le danger, une âme restée pure dans l'enfer nazi. Aujourd'hui, une plaque marque sa mémoire au cimetière Nordfriedhof de Dresde. L'histoire de Hans Oster est celle d'un homme qui a tout sacrifié, sa carrière, sa famille et sa vie. Il a commis ce que les nazis appelaient une trahison pour obéir à sa conscience. Pour lui, la vraie loyauté envers l'Allemagne exigeait de détruire son gouvernement. L'ironie est totale. Hans Oster a passé des années à tenter de sauver son pays de la folie d'un seul homme. Finalement, ce pays l'a exécuté comme un criminel de droit commun. Sa femme Gertrude et ses 3 enfants ont survécu au chaos de 1945.
Ils ont porté son nom malgré la honte que le régime tentait d'y attacher. Des décennies plus tard, les historiens ne voient plus en lui un traître. Il est devenu le symbole du patriote moral, celui qui dit non quand tout le monde dit oui. Ainsi s'achève l'histoire du général de brigade Hans Oster, l'homme qui a infiltré le cœur du mal pour tenter de l'arrêter. Son sacrifice reste la preuve que même dans l'obscurité totale, une conscience individuelle peut rester debout. Le dossier est clos.